Yo yo yo, moi c'est Neveroff et bienvenue sur Black Art Peace, le média qui parle d'art africain et de sa diaspora. Aujourd'hui, on se retrouve à Boulogne-Billancourt pour un rendez-vous que j'avais vraiment hâte de faire. On va rencontrer Dimitri aka Jax Pigment, l'un des meilleurs tatoueurs de tout le temps. Mais ça, ce n'est que mon avis. Si tu kiffes l'art et plus particulièrement l'art africain, t'es au bon endroit. Donc abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune notification et puis c'est parti. Merci Dimitri de nous recevoir dans ton studio, donc Afroderm, qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Donc du coup, dans cette conversation, dans cet échange, on va parler de ton parcours, de comment tu es arrivé donc du coup à ouvrir Afroderm, à créer la convention aussi Afroderm, et on va également parler de ton combat pour les peaux noires et foncées dans l'industrie du tatouage. Voilà. C'est parti, on commence. Super. Alors, première question un petit peu simple. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es aujourd'hui, Dimitri? En quelques lignes. Je m'appelle Dimitri Andrew, j'ai 27 ans et je suis donc tatoueur. Et tout récemment, je me suis pris de passion pour la recherche dans les traditions africaines et le tatouage. J'exerce depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, 10-11 ans. On va dire 7 bonnes années en cardio et 10 ans globalement où j'ai commencé le tatouage à mes 16 ans à peu près. Voilà. Big up aux Guadeloupéens parce que c'est un Guada qui avait 16 ans aussi et j'avais 16 ans. Il m'a fait mon premier tatouage quand j'avais 16 ans et du coup vraiment je vois ce personnage dont j'étais à Anse-Bertrand. Donc c'était vraiment la grande terre de la Guadeloupe et effectivement bon, on est dans la campagne un petit peu tu vois, donc là il est à sa mallette de tatouage, il sort tout, il est vraiment pro à 16 ans, il sort, je dis putain, il gagne son argent tout seul, il a pas de peur derrière son dos, mais c'est vrai qu'il avait sa vue quoi. Je voulais ça tu vois. Et du coup j'ai utilisé ma maman pour mon premier tatouage, j'ai dit maman c'était chaud, je fais ton date de naissance en chiffre romain sur mon dos, elle a dit oui direct. Du coup ça m'a débloqué un premier tatouage et du coup j'ai pu voir son exécution et vraiment c'est vraiment ma première expérience de quelqu'un qui tatoue où là je suis inspiré à commencer moi-même. Suite à cela, du coup, j'ai commandé une machine sur Amazon et c'est parti. Et du coup, t'avais à cette époque-là, est-ce que c'était encore les assez grosses machines ou il y avait déjà les stylos Il y avait peut-être déjà les stylos, mais j'étais pas en tout cas aware de ça. Je savais pas la différence entre les différentes machines. J'avais commencé avec une bobine, du coup, traditionnellement, c'est ce qu'on utilise pour tatouer, mais c'était vraiment la version aussi bruyant avec la pédale. Ah oui. Puis il fallait paramétrer, il fallait quand même savoir avec quoi on travaille. Donc j'avais aucune idée moi comment la paramétrer. En tout cas, j'ai commencé sur des personnes et sur moi-même direct. Je me suis dit vas-y, on y va au culot. Sur toi-même, quelle sensation ça a fait de... je pense que tu as commencé peut-être sur les autres et un peu sur toi, ou tu as commencé sur toi et après sur les autres? En fait, je me rappelle plus de l'ordre, mais en tout cas, j'ai fait sur moi aussi. Enfin, surtout sur moi, sur mes cuisses. Parce que généralement, les tatoueurs, petite story, c'est qu'on tatoue généralement nos cuisses en premier. Parce que vu que c'est une surface plate et qu'on peut s'appuyer dessus, c'est plus simple pour nous de commencer par nos cuisses en exercice, quoi. Et quelle sensation ça fait du coup de se tatouer soi-même? Avec le recul, ça faisait pas si mal que ça. Alors que je savais pas du tout paramétrer le truc, ça se trouve, je suis en train de me mutiler la peau, mais c'était ok. Mais maintenant, de mes années-là, j'ai essayé de le refaire et j'ai trop mal. Je pense qu'il y a eu un chiffre dans la mentalité. Peut-être que l'engouement du moment a fait que j'avais moins mal et j'étais juste gaga du truc. L'adrénaline. L'adrénaline, ouais, c'est ça. Et c'était quel motif, quel tatouage, quel dessin t'avais choisi? Parce que vraiment... c'est un peu honteux, quoi. C'est vraiment les premiers. Ouais, c'était un truc sur Pinterest, un visage que j'ai pris à l'envers. En plus, j'ai fait tout dans mon sens au lieu de le faire dans le sens des autres. Du coup, j'ai des trucs immondes sur mes cuisses à l'envers. Et avant, c'était stylé. Maintenant, je conseillerais pas de porter ça. Voilà. Tu peux les recouvrir peut-être ou... On peut les recouvrir, mais ça demande du taf. Je pense que de les retirer, ce sera mieux. Elle t'a passé au laser. Je te jure. Pour revenir, le premier tatouage donc, du coup, qu'on t'a fait, c'était les chiffres romains de la tête de mon sang. Les chiffres romains, et plus j'ai fait un signe infini sagittaire. Voilà, c'était sans commentaire. En fait, pas de jugement, parce que moi, je dis toujours aux clients, faut pas que... en fait, c'est ce que j'ai fait. Pour ça, non, je peux, du coup, être témoin de, c'est quoi, les conneries. Ah ouais. Donc, ça veut dire que t'étais team étoile, plume... Alors, les Antilles, faut savoir que en général, à cette époque-là, c'était oiseau, escalier qui monte, main de prière, chapelet. Vraiment, il y avait des codes, et dans ces codes-là, de dire signe infini, et vraiment, les chiffres romains, c'était le truc qui pétait et j'étais dedans. J'étais en plein dedans. Ouais. J'étais piché. C'est histoire d'étoiles, de plumes, surtout la plume. Je sais que la plume, il y en avait pas mal, et avec le signe infini. C'est ça. Je sais que ma mère, elle a pas mal de plumes, il me semble. Elle a bien aimé, On va pas juger. On va pas juger, maman. Et c'était quel motif, quel tatouage, quel dessin t'avais choisi? Parce que vraiment... Alors, les Antilles, faut savoir que en général, à cette époque-là, c'était oiseau, escalier qui monte, main de prière, chapelet. Vraiment, il y avait des codes, et dans ces codes-là, de dire signe infini, et vraiment, les chiffres romains, c'était le truc qui pétait et j'étais dedans. J'étais en plein dedans. Ouais.
Du coup, là maintenant, j'aimerais qu'on passe à ton parcours et du coup, tout ton parcours qui t'a éveillé sur la cause que tu défends aujourd'hui. Tu m'avais dit que tu es né en Guadeloupe. Oui. Et que tu as déménagé en Martinique et ensuite dans le sud de la France. C'est ça. Avant de venir à Paris. Il me semble que tu es revenu aussi en Martinique. Ouais. Après, tu es revenu en Guadeloupe pour mon lycée et après je suis ouais, c'est ça. Et après je suis revenu à Paris. Comment tous ces changements t'ont façonné dans ton identité, dans la personne que tu es aujourd'hui? Je dirais que, enfin, j'ai réfléchi un peu parce que c'est des questions moi qui me viennent un peu quotidiennement. C'est vrai de savoir comment ça a été fait ce cheminement-là. Je pense que ça commence par comprendre que je suis noir. Alors c'est marrant de dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que j'ai grandi, enfin je suis né en Guadeloupe, je suis très vite arrivé en métropole dans le sud, dans des contrées, des villages, des communes qui sont très peu mixtes à certains niveaux, à certains paliers. J'ai extrêmement déménagé, beaucoup déménagé dans ma vie, et c'est vrai que j'avais pas conscience de ma couleur de peau. Et donc ça, je commence à comprendre ça quand je grandis vers l'adolescence. Je capte que il y a des opportunités que moi j'ai pas, alors que mes amis les ont, alors que j'ai peut-être autant de compétences qu'eux, mais je mets pas encore les mots dessus. Quand j'arrive en Guadeloupe, là je comprends que je suis noir. Je comprends que je suis beau. Je peux être beau, je peux être attirant, et c'est vrai que c'est marrant dit comme ça, mais c'est des choses qui façonnent. On se rend pas compte de ce qu'on est tant que le regard des autres n'est pas verbalisé. Ils l'ont verbalisé. Et ensuite, je reviens en France et donc là, j'ai un nouveau rechoc, c'est que là, je me suis forgé une identité autour de personnes mixtes. Donc, il y avait des Noirs, il y avait des Indiens, vraiment, la population est très diverse en Guadeloupe. Et quand je reviens, là, j'ai des attaques un peu plus sur mes études, parce que là, je commence la banque, donc je suis dans le financier. J'ai fait ma licence 3 ans, après un master en banque, finance et assurance, et c'est des secteurs où on appelle des codes de luxe. Donc, faut avoir la barbe de moins de 3 jours, faut avoir donc quand même des codes. Et donc, c'est là où je commence à subir du racisme. Donc là, pur et dur. On me demande de couper mes locks de 8 ans, on me demande de me mettre dans des moules. À travers tout ça, je tatouais déjà à côté. Mais c'était rien de poussé, axé culture afro, c'était plutôt du généraliste, je faisais un peu ce qu'on me demandait. Ensuite, j'ai fait un constat, c'est que je me suis dit, mais c'est vrai que je regarde là les gens qui sont en bureau, des gens qui sont à l'extérieur, des personnes noires qui sont... Et je vois que leurs tatouages, en fait, n'avaient pas l'air qualitatifs autant que leur père caucasien, par exemple. Ce constat-là, j'ai gardé très tôt, et j'ai pu en faire quelque chose que très récemment. Je pense que ma carrière professionnelle et ma vie perso, c'est un peu mélangé. Et mes convictions, mon entourage, et tout ça m'a forgé dans le sens où aujourd'hui, je comprends notre histoire et c'est... comment dire ? Tu t'affirmes. Je m'affirme plus, ouais. Et je comprends qui je suis, à quoi je ressemble, et c'est... Du coup, j'ai appliqué ça dans le tatouage parce qu'il y a un grand besoin. Surtout quand on sait que ça vient aussi de chez nous, quoi. Ça m'a bien que tu m'expliques ça. Yes. Mais c'est vrai que pour te rejoindre sur ce que tu disais sur le fait de se façonner en fonction de la manière dont on peut te percevoir. C'est ça. Moi qui ai grandi à Paris, j'ai vécu ici pendant une vingtaine d'années. Et après, quand j'ai vécu en Guyane, donc entourée de personnes noires, majoritairement ce sont des Antillais, des Caribéens, des Brésiliens, même des Indiens aussi. Au final, c'est vrai que pour moi, pour ma personne, j'ai eu un déclic aussi là-bas, je me suis dit, ah ouais, en fait, je me sens plus à l'aise. J'ai pas forcément besoin de changer l'image que je veux transparaître. J'ai pas forcément besoin de m'adapter quand je parle à une personne, etc. et tout. J'étais vraiment moi-même, au final. Ouais, s'adapter, c'est un très bon point. C'est aussi beaucoup ça. C'est, en fait, toujours se mouvoir dans les espaces où on est. Moi, j'ai beaucoup attention au regard qu'on porte dès que je monte dans une pièce. Ça va être mon jugement direct. Si tu juges, je vais voir direct. En fait, ça se ressent et quand tu fais attention, tu te dis, mais en fait, c'est fou qu'une couleur de peau fasse autant d'effets, simplement dit. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais en fait, là, ça crée, moi, ça m'a créé de forts sentiments. J'ai dû canaliser mon énergie parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi en fait je devais toujours me mouvoir dans des espaces où tu vas acheter du pain, tu vas en pharmacie, tu vas chez le médecin, tu vas chez un barbeur, t'as pas l'habitude d'aller. Enfin, il y a pas mal de trucs, des endroits les plus random possibles. Il y a toujours quelque chose. Et je trouve ça quand t'es hypersensible comme moi, par exemple, je sais pas toi comment t'es, mais je ressens les choses un peu x2. Donc je ressens que la personne là, elle est pas en train de kiffer le moment où elle kiffe ma personne. Alors j'aime pas encore dire un mot, tu vois. Donc c'est. Mais tu rentres les gens, il y a les poils qui s'irritent. De ouf. Tu te dis, même moi, souvent l'exemple du trottoir, si je traverse pas la rue pour ne pas faire peur à quelqu'un, un jour, j'ai menti tous les jours, je suis obligé de traverser, parce que je sens que la personne devant, soit elle accélère, soit elle fait des petits coups en mode, il est bizarre, il marche. Au départ, ça m'a fait de la peine, maintenant, je sais que comment la vie elle est, tranquille, mais c'est vrai que c'est un truc, ça casse les couilles. Ça pique un peu, c'est vrai, sauf que, au final, t'as vraiment ce sentiment de pas pouvoir exister, de vivre comme tout le monde. Je suis juste en train de marcher, genre, c'est juste ça, genre, juste marcher. C'est ça, genre, donc, mais bon, après, on fait avec, hein. En arrivant en métropole, en France métropolitaine, tu me disais que tu as vécu un choc en découvrant comment les peaux foncées étaient tatouées.
Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as vu exactement? Alors ça part aussi d'un constat, parce que j'ai eu le contraste entre du coup les îles et du coup quand je reviens en France. Et les îles, globalement, on va dire qu'on a des influences très américaines. Donc on va avoir en fait des choses comme des lettrages, comme j'ai dit, des choses, des mains, des chapelets, des choses qui sont très axées réalisme. On va pousser le réalisme, on appelle ça en anglais black and grey. Et cette technique-là, en fait, permet d'avoir un rendu presque réel sur la peau. Globalement, c'est ça. Sauf que, en étant en Guadeloupe, j'ai dit, ah, c'est joli, mais je sens que niveau qualité, on aurait pu peut-être avoir mieux, parce que je voyais les collègues un peu plus clairs de peau en Guadeloupe déjà, c'était un peu mieux fait, c'était un peu plus net au niveau des détails. Quand je reviens ici, alors là, c'était vraiment le x10. Alors là, j'ai vu des trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, quand je parle, c'est même pas de la qualité, c'était qu'on avait des kéloïdes, donc en fait, des réactions extrêmes de la peau, hein. Donc clairement, un kéloïde, c'est pas forcément lié à un tatouage, c'est plutôt lié à un impact, hein. La définition, c'est un impact, une blessure, etc. Mais il y a un truc qu'on appelle des cicatrices hypertrophiques, c'est le fait de quand t'appuies trop en tant que tatoueur, ça gonfle sur les lignes où t'as appuyé, ou une chose que t'as faite pendant la séance qui provoque à la fin une résultante de hypertrophique. Énormément, beaucoup de clients aujourd'hui, allez, 2 clients sur 10 me disent, ah, putain, j'ai un truc, il est en 3D, quoi. Donc en fait, quand je passe, c'est comme du braille, c'est quelque chose qui est admis de traumatiser la peau noire dans le tatouage. Les personnes utilisent le manque d'informations sur le sujet avec les années, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans notre histoire, en fait, on a venu occulter notre histoire, mais du coup, ils ont l'impression que on est une pièce rajoutée dans le tatouage, et donc, vu que t'es rajouté, tranquille, mais si ça gonfle, c'est normal. En fait, non, c'est pas normal. En fait, là, notre peau est plus sensible, donc il faut qu'on ait une attention. Donc là, j'ai su ça récemment, hein, donc les 5 dernières années, j'ai fait beaucoup plus d'orage, mais on a une peau beaucoup plus sensible, et ce qui fait que quand tu penses qu'il faut faire plus, parce qu'on a une peau plus épaisse selon toi, t'es en train de clairement, pour le dire gentiment, tu détruis des vies, parce qu'il y a des fois ça touche l'intimité, il y a des femmes qui peuvent pas aller en maillot de bain dehors, qui peuvent pas aller à la plage parce qu'elles ont un truc énorme, ça ressemble à Crapula. Enfin, t'as des trucs, c'est immonde. Ils se rendent pas compte que c'est pas des ongles, c'est pas des cheveux, ça repousse pas, c'est la peau. Donc en fait, là, à vie, c'est comme ça. Et le traumatisme, bien sûr. Puis on parle de laser, mais le laser, ça n'enlève pas le gonflement. Ça enlève le tatouage, mais quand c'est gonflé à souhait, en fait, la personne aura des cicatrices à vie pour 1 heure, 2 heures de tatouage de quelqu'un qui s'en fout totalement de toi, quoi. T'es rentré, mais t'es reparti. Du coup, on va re-rentrer. On va re-rentrer. Reformuler encore. Tu me disais que les peaux foncées étaient peut-être du coup plus sensibles que les peaux caucasiennes. Est-ce qu'il y a d'autres différences que tu as pu du coup te rendre compte pendant toutes tes recherches? C'est vraiment juste une question de sensibilité et de couleur. J'ai pu, donc elle est sensible, mais il y a une raison pourquoi elle est sensible, et une de ces raisons, c'est que la peau noire, elle est toujours en train de s'hyperpigmenter tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, elle est jamais trop en repos. Notre peau est toujours en exerce, et du coup, ça fait que le moindre UV, la moindre chaleur, ça déclenche directement l'hyperpigmentation. En fait, on va vouloir, ça fonce en fait notre peau, elle fonce à la réaction donc des UV, et ce qui fait que vu qu'elle est tout le temps en train de travailler, ça crée de la sensibilité parce qu'en fait, elle est presque jamais au repos. Par exemple, moi, sur mon visage, j'ai des endroits qui sont plus foncés que d'autres, ou sur ma peau, des fois, ça va être tacheté. Et si, en tant qu'artiste, on prend pas ça en compte, en fait, on peut avoir l'impression que c'est une peau classique, mais finalement, la barrière cutanée est peut-être un peu plus sensible parce que elle travaille tout le temps. Donc, on prend un peu moins de coups de soleil, en tout cas en ressenti, mais clairement, notre peau, elle réagit énormément aux UV. Et donc ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, ouais. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière et parler de ton moment où tu étais encore dans ton parcours dans la finance. Donc, du coup, tu m'as dit banque et assurance. C'est ça. Je voulais savoir à quel moment tu as su que le tatouage allait vraiment être ta passion, que ça allait devenir ton métier et aujourd'hui ton moyen d'expression. C'est quand même deux... Ah oui, c'est vrai que c'est entre la banque et... C'est vrai que c'est très corporate et... En fait, finalement, le corporate, ça me plaît toujours autant parce que c'est vrai que ça m'a apporté de la rigueur, ça m'a apporté quand même pas mal de choses, de se fixer, des objectifs, de savoir comment s'exprimer en public à peu près, de rédiger les choses et tout. Mais la condition, elle vient vraiment à un moment où, en poste, donc dans la banque et tout, je comprends que je pourrais pas faire durer mon silence sur des choses et donc en fait j'étais un peu devenu trop je pouvais plus faire semblant. Ouais, tu dépassais le moule. Ouais, j'ai passé un peu trop le moule, je dis oula, là ça va tomber un jour et quand ça va tomber, je pense que ça va tomber pour de vrai. Donc je me suis dit bon, on va peut-être calmer le jeu. Il y a un événement qui s'est passé dans la banque qui a fait que ça a accéléré les choses, mais dans tous les cas, je me suis dit en vrai, j'ai toujours été quelqu'un d'artistique parce que j'ai toujours dansé dans ma vie, j'ai toujours été exposé à la danse, même le tatouage, ma mère aussi est tatouée un petit peu. Je me dis en fait, on peut être touche à tout, tu vois. Donc je me dis why not? J'ai une rupture conventionnelle et je me suis lancé directement dedans dans le tatouage à full time parce que quand même j'avais envie de tester qu'est-ce que c'est full in dans le tatouage, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais pas trop de repères à l'époque, je savais pas du tout par où commencer. Donc j'ai commencé vraiment
Là, ouais, fallait ramer, quoi. Et du coup, t'as commencé, t'avais trouvé déjà un salon qui voulait bien te prendre. Comment ça s'est passé? Bah, j'ai commencé, ma mère m'avait aménagé du coup une salle dans une grande maison qu'elle avait à l'époque. Non, c'était en Ile-de-France, ouais. En Ile-de-France, elle m'a aménagé donc dans sa maison et tout. Et donc c'est vrai que j'ai pu exercer quand même dans de bonnes conditions, tout seul au départ. J'avais pas les bons réflexes qu'il fallait. Là aujourd'hui, j'aurais peut-être dit à quelqu'un qui cherche à apprendre de pas faire comme j'ai fait. Je garde ça pour la fin, on va pas te demander les... Ok, ça marche. Ça a fait que j'ai appris tout seul. Et par contre, ça m'a ramené du coup 10 ans après une patte unique. À quel moment as-tu compris que le désintérêt qu'il y avait pour les peaux noires et foncées dans le secteur du tatouage n'était pas seulement du coup dû à de l'incompétence, mais justement à un désintérêt volontaire? C'est encore très actuel. Ce que je vais dire, c'est très actuel. Il y a beaucoup d'artistes qui vont avoir une renommée incroyable. Il y aura des émissions de télé, meilleur tatoueur, Ink Master, meilleur covering, meilleur ci, meilleur ça, diplômé 14 fois, 5 prix, 5 trophées en convention. Des gens qui vont être extrêmement talentueux. Alors là, par contre, tu peux constater qu'il n'y a pas une seule peau, ne serait-ce que métissée, ou peau avec un peu de mélanine dans leur page. Donc déjà, il y a un choix de leur part de vouloir exposer et uniformiser des teintes de peau qui, pour moi, ça devient même politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste qui travaille sur les peaux, donc les peaux avec un X, comment tu sélectionnes une seule carnation pour représenter ton art? Tu mets un tunnel. Et c'est admis parce que c'est pas une personne qui fait ça, c'est pas deux, c'est toute l'Europe. Et peut-être bien plus. Et en tout cas, moi, je suis en Europe, donc c'est ce que j'observe. Mais aujourd'hui, avec plein de mécanismes qu'on a réussi à mettre en place, on a dû mettre un coup de pression de notre côté pour montrer, et pour moi, c'est pas encore assez. On est peut-être à 1% du travail. Hein. C'est très peu dit. Ils ont l'impression qu'on les force à la main. Ah, mais moi, j'ai pas de clients, et puis moi, ils viennent pas me voir, les peaux noires. Et c'est intéressant parce qu'ils disent les peaux noires, ils disent pas les personnes. Et ça, je l'ai entendu souvent. Ah oui? Les peaux noires viennent pas me voir. Les peaux noires viennent pas c'est quoi? C'est des peaux, les peaux noires, les personnes. Ils personnifient pas la peau noire. Et donc ça, je l'ai compris dans leur discours quand ils viennent me répondre en commentaire. Mais j'ai pas assez de peau noire, pourtant je suis inclusif. Non, c'est là, it's doing too much. Fais ton travail. Ton travail, c'est d'inclure dans tous les cas, comme une coiffeuse, une bonne coiffe. Non, on sait très bien. Oui. Hein, on va pas faire des tresses et des box braids. Mais en tout cas, quand tu travailles sur quelque chose, sur une personne, quand tu fais des épilations, t'es censé pouvoir faire toutes sortes de personnes avec toutes leurs spécificités, tout leur bagage qui vient derrière. Sinon, tu commences pas le métier tout court. Là, apprentissage, là, faut recommencer à apprendre. Parce qu'en fait, t'es pas accompli pour moi. Donc, quand tu me dis que tu as 100K, t'as 1 million, ton salon, il est ouvert depuis 30, que tu es président de syndicat, c'est pas assez. Parce que, en fait, ce que tu fais, tu le fais pour juste un groupe ethnique, un type de personne. Et ça, franchement, j'admirais beaucoup de personnes jusqu'ici, mais ni chaud ni froid maintenant. Franchement, et beaucoup d'artistes comme moi qui tatouent, pas forcément des personnes noires, hein, je parle de tout horizon, il y a des amis caucasiens qui font un taf sublime sur toute couleur de peau, et ils sont aussi remontés que moi quand ils voient ce type de comportement, et d'événements qui vont promouvoir ce type de choses, tu vois. Mais je trouve ça, en fait, super blessant, en fait, parce que je me dis, c'est des gens qui ont une histoire, qui, des fois, admirent des gens, ils peuvent avoir, des fois, en surfacture parce qu'ils sont noirs, des fois, on les mutile parce qu'on sait pas faire, au lieu de déléguer à quelqu'un d'autre, ou de dire non tout court. C'est des personnes qui viennent me dire, excusez-moi, c'est pour savoir si vous avez de l'encre noire pour les peaux noires, parce que, je dis, qui a dit ça? Ah, bien, parce qu'on m'a dit qu'il fallait une encre spéciale. Je dis, mais tu vois encore? Une encre? Ils inventent des choses! Tu sais même pas, apparemment, il y a des encres noires spécifiques. Je dis, mais c'est quoi? On est aliens, en fait? On est d'une race, c'est quoi? Faut nous dire. Une encre spéciale? Non, je connais pas. Je sais pas, une encre fraîche en Afrique. Ouais, de ouf, une encre un peu plus ethnique. Alors, abuse pas. Comment réagissent les tatoueurs caucasiens face à ton discours sur le fait que tout le monde peut tatouer au final les peaux noires, les peaux foncées? Bizarrement, hein, c'est reçu soit très positivement, soit on aura vraiment des antagonistes qui vont dire ah ouais, mais on a jamais fermé la porte en fait. La porte a jamais fermé en fait. Donc en fait, ils ont qu'à venir. Dans le premier cas où c'est très positif, j'ai l'impression que c'est un peu controversé parce qu'en fait, du coup, c'est très positif parce que tu comprends le débat et tu comprends qu'il y a un besoin du coup de rendre la chose plus inclusive. Mais d'un côté, ah trop bien, je comprends, merci beaucoup pour l'info. Et du coup, ok girl, il se passe quoi? C'est genre, c'est cool, mais genre, qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que en fait, on se plaint de la baisse de marché dans le tatouage, qu'il n'y a pas assez de demande, mais frérot, t'as toute une population là qui t'attend, parce qu'ils aiment trop ce que tu fais aussi. Et juste ta page, il n'y a pas une seule personne qui est plus foncée que tel phototype, telle couleur de peau. Ça n'a pas aidé à se projeter. On a toujours une attitude envers les prestataires de services on est toujours craintif. Et donc, il faut qu'on ait une preuve que tu fais un petit peu de travail pour venir vers toi.
ils dénoncent souvent qu'on vienne pas, mais du coup, t'as rien de tangible, parce que c'est quand même un truc qui reste à vie, donc du coup, on a peur. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand t'as besoin de preuves, et t'as besoin qu'on te rassure. Que quelque part dans le site, ou quelque part sur Instagram, il y a écrit, toute couleur de peau acceptée, toute carnation, fais un peu en avant, et après, tu verras, si t'as fait le pas, et tu vois vraiment que là, ça vient pas, faut laisser, c'est pas grave. Par contre, si on ressent pas l'envie sincère d'inclure tous les types de corps aussi, tous les types de peau, ça viendra pas. Et tu peux pas juste faire un post, oui, venez, et puis non. C'est pas juste un effort isolé, c'est dans le temps, c'est dans le long terme. Là, on parle de 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3, 5, 10. Si vraiment tu es un artiste accompli dans le tatouage, tu peux pas passer à travers ça. C'est pas juste te dire, là, vu que j'ai que des personnes caucasiennes qui viennent nous voir, on va rester entre nous. Non! Je peux faire quoi pour rendre ça plus inclusif? Parce qu'en fait, faut que je comprenne que mon travail peut potentiellement plaire à d'autres personnes, et donc, je fais des flashs avec des petites couleurs de peau derrière. J'essaie de faire des visuels un peu plus foncés, avec des mannequins un peu plus foncés. Ou sinon, je fais un appel au modèle. Venez sur une journée, j'aimerais bien aucun problème, tu vois. Mais il faut faire un pas en avant. Et j'ai bien aimé que tu as utilisé le mot sincère, parce qu'au final, je pense qu'aujourd'hui, on peut un peu tous remarquer que les personnes noires sont, on va dire, un effet de mode. Je pense qu'on peut un peu remarquer que là, par exemple, le Black History Month, tout le monde se réveille et tout le monde parle des causes noires et que tout le monde parle de l'esclavage et que tout le monde parle de ça. Et puis on part en mars et c'est vraiment, en fait, comme la Pride, au final, c'est la même chose. À partir de ce moment-là, tout le monde sort les arcs-en-ciel, tout le monde est friendly, tout le monde est trucs, et dès que c'est fini... Il n'y a plus rien... Ouais, c'est vraiment en fait difficile de se dire est-ce que ces personnes-là sont vraiment sincères, s'ils font pas juste ça pour l'argent aussi, pour avoir plus de clients, ils font pas ça juste parce que le voisin le fait et que du coup maintenant faut le faire. Ou voilà, c'est vraiment... C'est dur de savoir du coup, parce que moi j'aime bien quand on me dit mais je savais pas que c'était un problème, moi en tant qu'artiste ça fait 10 ans que je fais ça, mais j'avais remarqué que ce que je faisais ça pouvait peut-être faire venir les personnes un peu plus foncées à reculons et que ça faisait un peu barrage à ces personnes-là. Mais je lui dis mais attends, mais t'as des yeux? Non, parce que on parle, on rigole, mais moi ça m'inquiète, parce que moi ok je sais que je suis noir, mais j'aurais pas été noir, frérot, je vois qu'il y a un problème là, ma page elle est white, et en fait je suis pas en Russie, je suis pas en Corée du Nord ou en Corée du Sud en fait, qui peut s'expliquer, parce qu'en fait géographiquement et géopolitiquement forcément les personnes caucasiennes sont là. Là on est en Île-de-France, on est en France, on est en Europe. Tu vas me dire que là dans tous tes 10 ans de carrière il y a pas une personne noire qui a dit là pardon c'est bon, arrête un peu. Et même s'ils sont pas venus, tu vis dans un climat où il y a tout le monde, montre un peu que t'as envie. Et quand je me sens un peu bête en mode, j'ai l'impression, mais je suis ta mère en fait, de faire des... Je sais même pas comment écran je fais les poches, je suis en mode, alors pour attirer... Et je me dis, mais je fais quoi en fait? Et quand j'écris, je me dis, mais je suis en train de faire quoi? Est-ce qu'on arrive à un point en 2026 là où on doit écrire des posts pour te dire comment attirer des personnes avec des types de peau différents? Mais c'est un débat ça. Même le terme spécialiste peau noire, j'aime pas ça. Qui veut dire spécialiste? Ça veut dire qu'en fait il y a un problème de base. Pourquoi t'es spécialiste? Pourquoi tu dis pas que t'étais juste tatoueur? Si le mot spécialiste il existe, c'est qu'en fait ce mot spécialiste existe parce que on a mis un cadre où certaines peaux sont marginalisées, alors qu'elles étaient le fondement du tatouage. Paradoxal, non? La tradition, si t'as un respect pour le tatouage, tu inclus l'Afrique forcément. T'inclus les différents types de peaux, parce que les peaux foncées c'est pas qu'en Afrique, en Inde, en Asie. Et donc il faut aussi sortir de sa zone de confort et se dire, si vraiment un artiste là, je veux faire succès patate, viens, je fais les choses correctement. Juste ça. Et on parle à tout le monde. Et on prend tout le monde. C'est ça. C'est pas si compliqué. Plusieurs personnes à ma place et à ta place auraient fait différemment. Parce qu'on sait quand même que le monde est très mixte. L'histoire a toujours été mixte, ça n'a jamais été dans un seul sens. C'est ça. Donc après voilà, ça je pense qu'il faut l'entendre et l'accepter. Là c'est un métier quand même qui a un risque, mine de rien si tu te loupes, la personne elle a un truc à louper à vie, de base, même sans parler de couleur de peau. Donc là en plus... bref, je vais extrapoler, mais ça m'a rendu fou là. Ça m'a rendu fou. Ah ouais, tu vas vers ouais, mais je te jure, ces trucs-là, tu sais quoi, mes DM ils sont remplis de personnes comme ça me rend ouf, je te jure. C'est bien, c'est une bonne question là. Ouais. C'est bien. Du coup, tiens, inversement, oui. Comment tu l'as un petit peu mentionné, mais comment la communauté, donc du coup noire, je vais prendre aussi donc du coup les autres, pas que afro, mais vraiment peau foncée, réagit-elle quand elle découvre qu'elle peut avoir justement des tatouages de qualité? Non, c'est une très bonne question. J'ai pensé à une personne directe dès que... Parce qu'en fait, j'ai des réactions très fortes et encore beaucoup plus... J'ai la chair de poulet, encore plus aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est des trucs... Moi, c'est vrai que c'est super touchant. Tu vois, mine de rien... Attends, désolé. Mine de rien, c'est... Moi, en fait, ça me touche de voir que des fois, il y a des gens qui attendent 40 ans pour venir se tatouer. En fait, ils pensaient pas que c'était possible. Et c'est pas juste des motifs définis, c'est des gens qui ont, pour un décès, pour un mariage, même une reconnexion. J'ai beaucoup d'enfants adoptés qui viennent me voir, qui me disent, je suis adopté, j'ai 43 ans, mais là, j'aimerais reconnecter à mon ethnie par
au tatouage. Donc là, je pars plus dans le culture parce que du coup, c'est ce que je fais. Mais même le tatouage tout court, d'avoir un truc de qualité, ça fait du bien que ils ont un sourire à la fin. Ils disent, putain, je pensais pas que c'était possible d'avoir des petits détails là. Attends, tu as mis du blanc, t'as un truc de ouf. Ah, on peut faire des couleurs, nous, waouh. Dans ma tête, je dis, ok, en vrai, je me sens bien, mais en même temps, j'ai la haine contre le monde du tatouage, en fait. Je me dis, mais en fait, vous vous rendez compte que là, on est en train de s'émerveiller, que là, je t'ai fait une petite ligne fine et magnifique. Mais frérot, mais c'est à nous aussi. Et comment ça, maintenant, c'est dans le sens où t'as l'impression que c'est tout nouveau alors qu'il n'y a rien de nouveau. On te fait croire, l'Occident te fait croire que c'est nouveau pour nous, mais ça a toujours été là. Et c'est un combat dans le temps, et je touche du bois, je vais réussir à faire changer ça, parce que ça me tend de fou malade. Parce qu'en même temps, je suis content que les gens soient contents de tatouage, mais tu dois être content peut-être du résultat, mais sois content plutôt de l'exécution peut-être de mon style, mais de me dire que t'es content que tu puisses te faire tatouer des détails, ça c'est blessant, parce que je me dis, c'était pas censé, c'est comme si tu dis, ah waouh, t'as réussi à m'épiler, waouh! Quand tu m'as épilé un truc de... What? Et tu m'as même pas fait mal. Ouais, t'es un peu, genre, ah wow, j'ai des contours. Enfin, genre, pour moi, c'est la même chose. Genre, que tu dis que mon style est joli, ça, j'apprécie de fou, et j'apprécie tout ce qu'on me dit. Par contre, moi, direct, je pense directement à l'industrie, je me dis, ah, c'est à cause de vous, en fait, qu'on en est là, tu vois. Alors, là, on va rentrer dans ton art et ta spiritualité aussi, parce que je sais que c'est l'idée. Yes. Le tatouage t'a permis de t'éveiller, donc du coup spirituellement et culturellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui. Alors, comme je t'ai dit, je me suis isolé, moi, pour trouver ma patte artistique, qui était pas celle d'aujourd'hui, mais c'était avec les yeux. C'est celui que ça fait partie Totalement. Donc, tu portes aussi... Et ouais! L'un des tatouages que j'ai dans le dos. Et ouais, Voilà. vite. Elle porte l'archétype. Exactement. Mais vraiment, du coup, j'ai travaillé ça pendant 2 mois, je me suis isolé, je me suis écouté, je me suis mis dans un processus créatif où je parlais à ma copine, je parlais à personne, pardon, c'était de mon truc là. J'étais en train vraiment de travailler mon écoute à moi-même. Et donc, sincèrement, vous croyez ou pas, je pense que c'est moi qui me disais moi-même des choses, mais dans mon subconscient qui me disait arrête d'effacer. Donc en fait, j'avais cette phrase et encore aujourd'hui, quand je dessine sur papier, j'envoie cette phrase qui me dit arrête d'effacer tes traits. C'était le premier truc que j'ai entendu après 1 mois d'isolement. Et donc, quand je commence à dessiner, à un moment, j'arrête d'effacer, et là, il y a un œil qui apparaît. Et donc, j'arrête toujours d'effacer, et en fait, il y a plusieurs œils qui apparaissent, donc là, je commence à créer le pigment style que j'appelle, donc c'est vraiment avec les points et les yeux. Et j'avais l'impression, là, de parler à moi-même, mais en même temps de parler à mes ancêtres. En fait, j'aime croire que c'est mes ancêtres qui me parlent à travers ça, parce qu'il faut savoir que je ne sais pas dessiner de base. J'ai aucune formation en dessin. On m'a jamais appris à dessiner, on m'a jamais appris à tatouer. J'ai vraiment, c'est pour ça que je pense, je sais pas si c'est un truc lié à ma spiritualité ou quoi, mais il y a un truc qui fait que j'ai l'impression que je suis le vecteur de quelque chose de beaucoup plus puissant que moi, parce qu'il y a des motifs que je ne comprends pas comment ça sort d'ici, et je comprends pas la forme que ça prend, tu vois. Donc pour revenir à la question, du coup, tout ça est vraiment venu par isolement, que ce soit la spiritualité, que ce soit le dessin, que ce soit le tatouage, le vrai tatouage, comme je l'aime aujourd'hui, comme je kiffe en faire aujourd'hui, c'est vraiment en m'isolant et en m'écoutant assez. Et de me dire, ok, là je me positionne, je suis noir, je suis dans le tatouage, je suis marginalisé de base. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire qui peut être parlant à tout le monde? Parce que des fois, on associe l'œil au shaitan, et c'est vrai que c'est compliqué de commercialiser ça. Mais finalement, sans rien faire, il y a des gens qui sont venus et qui ont compris, comme toi, à qui aussi ça a parlé par leur propre histoire aussi. Ils ont pu s'identifier, je pense, à ce chose-là. Et ça me fait plaisir parce que du coup, ça vient quelque chose de quelque part de très sombre de moi, puisque je me voulais beaucoup de pas avoir trouvé un style plus tôt. Et donc cet isolement, c'était vraiment genre, c'est soit ça, soit j'arrête. Ah oui. Voilà. T'étais vraiment, il fallait que je condamné, ouais. tu t'es dit, faut ah ouais, une solution. si je trouve pas là, j'arrête. On retrouve à la banque et c'est fini. Ah non, c'est très bien, un crédit immobilier, on en fait, hein. Mais non, je me dis non, je me fais un dilemme là, il faut que je me différencie des autres, pas possible d'avoir de me plier que au projet personnel des personnes, parce que les papillons c'est bien joli au bout d'un moment, mais il va peut-être falloir que j'upgrade le truc, et j'ai réussi à upgrade. Ce travail d'isolement, et ouais. au final t'as trouvé ton truc, et puis c'est parti tout seul. Ah ouais, c'est parti tout seul. Et la spiritualité, par contre, pour la comprendre, c'est vraiment très très récent. En fait, j'associe, parce que du coup j'ai fait un test ADN, donc je sais maintenant que je suis à 93,8% nigérian, et de l'ethnie Yoruba. Okay. Et donc je sais d'histoire, parce que du coup j'ai appris l'histoire des Yoruba, et je sais que du coup les maîtres tatoueurs avaient comme une mind map, et les motifs n'étaient pas préparés en avance, c'était un répertoire mental. Comme moi j'ai un peu quand je freelance, c'est que j'ai tout dans la tête, et c'est vrai que j'ai commencé à associer peut-être la voix de mes ancêtres avec, parce que je suis né en Guadeloupe, mais finalement mon sang n'est que pas guadeloupéen, genre c'est marrant parce que je me découvre sur différentes facettes en ce moment, donc je suis en train de naviguer sur ces chemins-là. J'espère pouvoir aller d'ailleurs au Nigeria pour en savoir plus. J'espère qu'il y a encore des gens vivants qui pourront nous compter, parce que du coup c'est aussi ça, la fin de l'essor du tatouage en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Il y a presque plus personne qui peut en parler dans plusieurs pays différents. Aujourd'hui, le seul pays où subsiste des scarifications et une culture lourde de tatouage, ça va être l'Éthiopie. Ah oui, ok. Et c'est pour ça que Black Panther, Wakanda et
toutes les scarifications qu'on peut voir sur Killmonger, qu'on peut voir sur T'Challa, qu'on peut voir sur les ethnies qui sont regroupées autour de l'autre, tu sais, quand ils se battent ce combat final, bah les points viennent de l'ethnie Bodi de la vallée de l'Omo en Éthiopie d'Est. Et donc en fait, c'est des personnes qui sont encore à même d'expliquer comment ils faisaient les choses, d'expliquer d'où viennent ces choses-là, avec quel outil. Pourquoi t'es-tu spécialisé dans l'ornementation africaine et le freehand? L'ornement en général, l'ornemental. Africaine, Ouais, c'est pas chose de ça existe aussi, l'ornemental africain, ça existe aussi, parce que en étudiant du coup les peuples et les scarifications, je vois que c'était déjà l'ornemental. C'était sous différents formats et différentes formes, et aujourd'hui on n'arrive pas à interpréter correctement les scarifications, mais c'est aussi de l'ornemental parce que c'est en symétrie, et ça va surtout avec le corps et pas contre le corps, donc on a vraiment des scarifications qui viennent tracer vraiment, et redresser la posture, aller avec la mâchoire, aller avec les interstices. J'applique en fait l'ornement d'une différente manière effectivement, mais c'est toujours dans l'objectif d'aller avec le corps. Donc du coup, l'ornement africain m'a amené vers l'ornemental tout court et m'a permis aujourd'hui de déployer en freehand, donc ça se rejoint, en freehand tout ça. Parce qu'en fait l'ornemental pour moi, qui est préparé en amont et qui va être collé, dans la symbolique, moi je me perds. C'est aussi joli, donc ça ne change rien parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du stencil, donc ils collent du coup directement les patterns sur la personne. C'est juste que on perd un peu ce moment d'échange. Au lieu de coller et on commence, viens on construit ensemble. Viens, tu me dis si t'aimes pas, si t'aimes. Est-ce que t'aimerais plus avoir un dos plus fin, plus élargir tes épaules? Et en fait, on peut vraiment jouer avec ça, avec le feutre. Et puis du coup, on crée vraiment ensemble. Et donc, à la fin, tu vas pas seulement dire que t'as eu un tatouage, tu vas dire là, on a eu un échange. Là, j'ai eu une expérience. Et là, jusqu'à ma mort, là, par exemple, je me rappelle ce qui s'est passé. Parce que là, j'ai pu mettre ma patte dans ce qui s'y est fait. J'ai pu mettre mon ethnie même dedans, parce que des fois, ils rajoutent du coup leur truc. Donc l'ornement, tal et le freehand, indissociable pour moi, et nécessaire dans une démarche de reconnexion aux traditions. Je voulais juste savoir, comment est-ce que tu fais du coup tes recherches pour trouver tes symboles et tes motifs traditionnels et les intégrer du coup dans ton travail? C'est sur internet, c'est dans des livres, dans des documentaires? Comment est-ce que tu te ressources? C'est vrai que Internet va être le point zéro de la recherche. Généralement, ça reprend aussi des documentaires. Tu peux trouver des documentaires sur Internet. Tu peux trouver des archives universitaires aussi, dans lesquelles je vais beaucoup piocher. Des archives de photos, que j'aime appeler des photos non coloniales, parce que souvent, les historiens d'art qu'on va avoir, tu sens que les photos ont été prises de force. Ça se ressent par le regard des personnes. Tu sens que là, il y a un mal-être. Par exemple, notamment au Congo, on va bizarrement la voir lorsque le Congo était encore belge. On s'appelait le Congo belge, donc entre 1908 et 1960, 52 ans quand même. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de clichés qui vont apparaître dans ce laps de temps, parce que open bar, allez on y va, allez open bar, et là il faut des photos, là il faut du sauvage. Et donc du coup, il y en a partout, et sur tous les ans, et tu te dis, moi du coup j'ai pu voir à travers tout ça des personnes scarifiées, donc du coup j'ai pu comprendre de là où ils étaient, parce que du coup je reconnaissais les ornements et je pouvais associer de là où ils étaient, de là où ils sont issus ces personnes-là, et donc j'ai compris que des Congolais, soi-disant belges, selon la description, n'étaient pas congolais, étaient juste, par exemple, camerounais, du Mozambique. Et en fait, ils les ont juste mis sur le Congo belge, parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Du coup, on oublie qu'en Afrique, on a beaucoup été des royaumes et beaucoup été nomades, surtout, donc on bouge énormément. Et donc, parce que t'es au Congo belge, t'es congolais. T'as même pas posé la question, ok, photo, ok, certification, femme, torse, et quand tu lis les trucs d'historiens d'art, tu te dis, putain, ça va pas très loin, quoi. Tu t'es arrêté à femme scarifiée. Et moi, ça m'a permis, si tu veux, ces photos-là, moi, de faire des liens. C'est beaucoup par internet et les photos d'archives que j'arrive à faire les liens. Et j'ai beaucoup aussi de bouquins, bien sûr, bon, tout ce qui est tissu, parce que l'artisanat, a beaucoup de liens avec le tatouage, parce qu'en fait, les motifs qu'on a en artisanat s'inspirent de l'environnement. La scarification s'inspire aussi en fait, ça... Tout est lié. Tout est lié. Est-ce que tu peux nous décrire une session de tatouage avec toi lorsque tu fais donc une séance de freehand? Voilà, première demande, la demande du coup de ton client qui vient te voir en te disant voilà, je veux que tu fasses quelque chose sur moi, j'ai une idée ou deux. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez vraiment un échange pour que toi aussi du coup tu puisses t'imaginer ce que tu vas faire? La dernière fois tu me parlais du coup de tension du moment, quelque chose que tu devais vivre pour pouvoir réussir à créer. Exactement. J'aimerais en fait que tu me décrives en quelques mots. Bien sûr, oui. Typiquement, une journée avec freehand avec moi, c'est on se cala pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu auras le devis. Ce que ça coûte d'avoir une journée avec moi. Tu veux où? Tu es de quelle ethnie? Très bien, j'enregistre très bien. Ok, bisous, à compte, on se voit le jour même. Le jour même, c'est pas quelques heures, c'est toute la journée, elle est pour toi. Donc j'ai personne d'autre. Il n'y a pas d'interférence, de facteur contingent, c'est moi et toi.
comment ça va, tu veux un café, ça va bien, t'es prête en bonne condition, ok, let's go. Parle-moi de toi, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, on fait quoi aujourd'hui? Et là, on enchaîne, et puis là, on parle. Et là, du coup, on crée des connexions parce que moi, je comprends ce qu'elle me dit, parce que les ethnies, je les ai un peu globalement survolées. Là, peut-être elle m'apprend quelque chose de nouveau, ou il m'apprend un truc de nouveau, et donc du coup, putain, incroyable, montre-moi. Et là, on parle. Et là, quand il m'a montré, ok, on commence le freehand, donc là, ils se mettent généralement, il y a beaucoup de dos en ce moment, donc ils se mettent face au mur. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ne voient pas, mais ils me sentent dans leur dos. Et là, on va parler de la vie et de rien à voir avec le tatouage. J'en parle, et puis les clients vont rigoler parce qu'ils savent très bien comment je suis. On parle de tout et de rien. Ah, comment ça va la politique, et puis les enfants, et puis t'as vu ce qui s'est passé hier? Je sais, ma direction comprend parce qu'on en a déjà discuté avant, mais je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin. Par contre, mes doigts, ils bougent. Et là, on parle de tout et de rien. Quand je finis moi-même, dans la discussion, je dis, non, c'est joli. Donc là, je perfectionne. Et quand je montre, rarement, on me demande de modifier. Ça m'est peut-être arrivé une fois sur 300, 400 pièces. Et c'est vrai que pour moi, ça prouve quelque chose. C'est-à-dire que quand on est dans l'échange, et quand on revient à la source du tatouage, qui est pour moi un moment de partage, un moment sacré, quand on met un peu de respect avec un R sur la séance, ça peut que bien se passer. T'aimes pas? Très bien, on modifie. Il n'y a pas de pression parce que c'est pas un flash. C'est pas figé. On modifie. T'as ton mot à dire aussi, parce que toi aussi, je suis celui qui va exécuter, mais c'est notre vision avant tout, parce que là, on est en freehand. Ça aurait été un flash, c'est différent. Et c'est marrant de se dire qu'au final, les personnes que tu as pu recevoir n'ont pas rejeté ce que tu as pu faire, ils étaient tous d'accord. T'as pas senti, tu sais, ce moment quand tu vas chez le coiffeur et qu'il coupe, ouais. Et puis tu dis, c'est bon comme ça, tu dis, ouais, mais tu dis, là, tu peux pas me recouper recoller les cheveux, quoi. Après, j'avoue, il y a toujours ce moment où je palpite un peu avant de passer, du coup, à l'endroit où moi, je vais commencer le freehand, parce que je vais tourner un peu autour de la pièce, après qu'on ait parlé, je vais un peu zoner, et c'est bon, et c'est pour ça que une personne par jour, c'est déjà assez. Parce que mentalement, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc du coup, je stocke tout ce qu'on me dit, je suis une éponge à sentiments, et à émotions, et donc en fait, quand je crée des fois des dos entiers, et des petits motifs, des fois je dois faire des points. Après, je me sens bien après avoir l'acte, bien sûr, mais c'est extrêmement prenant. Et si en 2 mois je prends pas un jour de repos, c'est vrai que après vous me retrouvez plus, je pense, parce que c'est quand même lourd. Et c'est pour ça que je comprends que du coup, c'était pas un métier pour tout le monde de base. Parce que je veux dire, et du coup, on comprend mieux pourquoi il n'y avait pas autant de tatoueurs en Afrique, par exemple, ou peu importe, parce que c'est pas un métier, il s'adresse à tout le monde. Et donc, je pense que le stress qui vient avec le métier et l'extrême palette que ça demande, et c'est un métier beaucoup à risque, je te répète encore, c'est un métier qui est très risqué, parce qu'on travaille avec du risque tous les jours, c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, le fait qu'on en soit beaucoup plus, enlève le côté traditionnel, et donc éloigne encore plus leur connexion avec, peu importe d'où on est, mais avec nos cultures d'avant niveau tatouage, parce que même en Europe, on a une culture aussi ancestrale, mais que les gens ne s'en souviennent même plus, n'ont pas idée de ce que c'est. Des gens comme moi, qui font de leur secteur, qui font aussi le travail de pousser dans le tatouage traditionnel old school français, ils montrent ce qui se faisait avant aussi, pour montrer que c'était pas toujours comme on connaissait aujourd'hui, quoi. Mais d'ailleurs, un petit message pour tout le monde a une histoire, donc c'est pas qu'en Afrique. Quand vous voulez faire des trucs, il y a aussi une histoire pour la Corse, il y a aussi une histoire pour... Tout le monde a une histoire, mais juste faut aller chercher, et pas... effleurer, tu vois. Tout le monde a une histoire, en vrai. Après, encore faut-il vouloir la porter, c'est tout. Du coup, on va passer à Aphroderm. Ok. J'ai englobé donc du coup le studio et la convention. Ça va ensemble. Ça va de pair, même si tu as commencé par la convention. Et après tu englobes le à l'envers studio. Finalement. Ouais. J'ai commencé à l'envers. On est en juillet 2024. Ah, mai 2024. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise. C'est mai 2024. Mai 2024. J'espère que c'est pas moi qui est en train de... Moi, non, c'est mai. Non, c'est mai 2024. Milieu 2024. 2024. Tu as créé Aphroderm. Oui. Et donc là, tu lances la première convention. Et il me semble, tu vas me corriger, est-ce que c'est la première convention de tatouage pour peau noire et foncée en France? Carrément, je pense même que c'est en Europe. En Europe? J'ai su ça, en fait, 1 an et demi après, en accueillant justement les Londoniens et d'autres personnes d'Europe. Ils ont jamais entendu parler d'un truc similaire. Donc là, je pense que c'est une first Europe, quoi. Très bien. Donc je parle vraiment au gars qui a... Ouais. Malheureusement, après 35 ans, après que ce soit moi qui fasse ça à mon niveau... Après toutes ces années... Il y avait des gens avant moi quand même, donc je suis... Ouais, en vrai, en bien. Mais quand même, c'était long. Je veux bien que tu me parles de la genèse de tous ces projets, en fait. La genèse, c'est vraiment, lié à ce qu'on s'est tout dit depuis cette interview, c'est vraiment les constats que je me fais, mon histoire perso, mon histoire professionnelle. Je l'ai fait avec ma compagne, on a un peu réfléchi à ça ensemble, tu vois, pour le début. Et pareil, le même constat pour elle, qui aussi avait autant de coffres de métiers, donc 10 ans aussi pareil. En parlant des collègues, en voyant des clients qui se plaignent en fait des résultats qu'ils ont de leur ancien tatouage, je me dis non, stop.
il nous faut au moins 2 jours où une personne foncée de peau, mélanisée, peut venir se dire que pour 2 jours, des artistes qui viennent de partout dans le monde, donc on a eu des gens de la Jamaïque, du Brésil, vraiment un mélange homogène, tous avec un style différent, important de le dire, mais applicables, ils ont de l'expérience tous sur peau foncée, beaucoup d'expérience, donc c'est pas juste j'ai fait un cœur sur un noir un jour, non. Là, j'ai fait des dizaines, des centaines de pièces sur des personnes à peau foncée, et donc je te garantis un résultat comme annoncé. C'était juste ça au départ, c'était juste un espace, je viens, 2 jours, 10 artistes, peu importe vers lequel je vais aller, quand je ressors là, pardon, le truc il est clean. C'est pas genre le truc, non, il va pas s'épaissir, il va être clean, cicatrisation clean, explication sur le tatouage clean. Il y a pas de ah ça va pas se voir, non. Il l'accueille entre les 2 personnes. Il y en a pas un comme généralement ça se fait en salon où t'as un regard un peu, tu sais même pas si tu vas rentrer, le gars t'aura déjà chelou, t'as l'impression que t'es un alien. Non, je pense que t'as dû le ressentir aussi. Tu es accueilli avec des bras ouverts. C'était pas que des personnes noires qui tatouaient, je tiens à le préciser. Et donc c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de à quel point es-tu dans ton métier. Tout simplement, c'est même pas une question d'inclusivité, c'est à quel point tu es passionné par ton métier, tu veux bien faire ton métier. Et donc là, c'était vraiment une image de ça. Et ce qui aussi m'a surpris, c'est que pendant cette première convention qu'on a faite, je pouvais compter sur le doigt de la main le nombre de personnes caucasiennes qui sont venues. Ouais. J'en ai pas croisé beaucoup, c'est vrai. Peut-être 3-4. Ouais, il y en avait pas. Pourtant, c'était pas fermé. C'est ça. Mais c'est intéressant de voir du coup lorsqu'on crée des espaces pour tout le monde, mais avec un axe plutôt un peu plus afro-centré. Ils se sentent pas concernés. Ah non, je vais peut-être pas aller là-bas parce que pourtant les conventions de tatouage s'adressent aussi à tout le monde. C'est l'envers du décor. Du coup, nous on arrive dans ces endroits-là, mais on se fait refuser donc des services, etc. Donc c'était quand même marrant de voir que malgré qu'il n'y avait pas de porte fermée, que les portes se sont fermées, et que du coup c'était que des personnes afrocentrées qui sont venues à la convention, pas pour me déplaire, parce que de toute façon ils ont pu se reconnecter avec leur art ancestral, et on a pu du coup tous ensemble collectivement se rendre compte du problème. Et il y a eu beaucoup d'émotions d'ailleurs au séminaire, je sais pas si t'étais là. Non, moi j'avais. C'était samedi matin et tout, mais je me suis mis à pleurer parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont mis à pleurer d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Et c'était vraiment un truc de fou parce que le nombre de témoignages, je souhaite à personne d'entendre ça, quand t'es artiste tatoueur d'entendre ça. Des artistes qui venaient de partout dans le monde avec des fois des 25 ans de métier, ils étaient choqués. Comment des trucs qu'ils disaient là, j'ai dit mais c'est pas possible. Des fois des cancers de la peau, tu t'imagines à quel point ils font aller des gens qui ont eu des sortes de septicémie, et ça s'est mis dans leur sang tellement ils ont été mutilés, des stades extrêmes en fait de mutilation, de personnes incompétentes, des trucs de ouf. Et donc du coup ils ont pu témoigner de ça au séminaire, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et donc là je me suis dit non, on peut pas s'arrêter à une seule édition, on va en faire plusieurs. Et d'ailleurs je tiens à préciser que j'ai créé Afroderm, mais nombre d'entre nous qui ont déjà pensé à faire ça avant moi, mais qui n'ont juste pas eu la logistique et les bons contacts pour le faire. Moi, bon, avec madame, on a dû quand même, les économies sont passées. Donc, voilà, c'est un investissement quand même assez sérieux, mais c'est pour une bonne raison. Et donc, ça permet de lancer la machine et du coup, de faire peur aux antagonistes qui se disaient, ah, on va pouvoir mutiler des gens pendant des années, on n'y verra que du feu. De toute façon, le tatouage, c'est pour les blancs. Non. Rappel à l'ordre. Et là, vous allez transpirer dès que vous allez mettre un truc parce que le réseau Afroderm s'étend à travers l'Europe, mondialement maintenant connu. Et donc, dès qu'il y a la moindre question, le soupçon, même pour balancer quelqu'un là, pardon, c'est aux oreilles de plein de personnes. Et donc, on va t'afficher collectivement. La personne qui compte faire un truc un peu bizarre, on est là. On te voit. On fait, ça fait. Pas avec nous. On va t'attraper. Non, on a assez eu. Parce que la première convention a eu lieu en 89 à Bourges. Et donc, ça faisait 35 ans qu'aucune convention ne s'était intéressée à la peau noire et métisse. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est quand même malheureux qu'on soit avec madame les premières à penser à ça. Enfin, avoir fait ça, parce que ça date. Faut pas se mentir, c'est un secteur qui est quand même florissant. Tu peux mettre un petit truc à côté pour faire une petite convention, où juste tu mets un peu les points sur les i. Moi, je trouve ça me surprend. Pourtant, il y a plein de trucs qui se font de plein de cultures différentes, mais que personne n'ait pensé à un continent entier. Parce qu'on parle souvent des Polynésiens et tout. Ça reste des îles. Là, on te parle d'un continent. Un continent. Avec plein de pays, genre. Avec plein de... Genre, comment ça, il y a personne qui veut faire un bail, là. C'est trop bizarre. Maintenant, avec Afroderm, quelle valeur tu veux vraiment transmettre? Avec Afroderm, un seul mot, l'éducation. J'ai pas autre chose à transmettre. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. D'où les séminaires et d'où je vais pousser l'éducation. Mon rêve, d'ailleurs, c'est d'avoir une fondation pour les enfants et tout, par rapport à ça. Éduquer par le tatouage, qui éduquera ceux qui sont ressortissants de l'afrodescendance, vont comprendre aussi leur histoire par rapport au tatouage, parce que du coup, c'est lié à des périodes bien précises de l'histoire en Afrique. Mais aussi éduquer pour les passionnés du tatouage, pour les collègues qui tatouent, que le tatouage est un domaine très mixte et qu'il faut l'intégrer dans nos créations de tous les jours.
intégrer dans comment on va dessiner des flashs, l'aérer un peu plus, penser à plusieurs fonds, penser au fait que je peux peut-être blesser quelqu'un par le dessin que je suis en train de faire, penser au fait qu'il y a une multidisciplinarité et vraiment arrêter de se figer sur des choses parce que du coup ça a toujours été comme ça, d'être dans ce confort de ça changera pas, mais ça fera pas avancer les choses. Moi c'est l'éducation en premier, hein, vraiment j'ai rien à dire. L'éducation c'est super important, sans ça, sans la jeunesse, c'est pas nous à notre âge qui vont changer quelque chose. On peut éveiller, on n'aura pas la solution. C'est après que ça va venir. Ça va venir derrière. Là, bah oui, là on est aux prémices. Là, je peux juste éveiller. Moi, je peux pas réussir à solutionner le problème. Je peux donner la clé pour que tu puisses solutionner, mais il faut que les petits là, ils entendent que l'Afrique est aussi dedans et que même si tes parents te disent quelque chose, mais si la religion maintenant est dedans. D'où les grands-mères maintenant Amazir, les grands-mères Peul, qu'ils ont encore le aîné, le truc, ils ont tout gardé. Pourtant là, on les diabolise. Donc là, tu es en train de diaboliser ta grand-mère et ton grand-père. Tu diabolises des millénaires de pratiques parce que on a eu ça maintenant et tu veux dire que non, mais non, ça, c'est mon rôle aujourd'hui en métropole, parce que c'est pour ça que je dis que je suis plus utile ici qu'en Afrique, parce que ici, c'est là on est déconnecté, mais fort. Sans tes traditions, tu n'es rien. Et c'est ça que nous, en tant que personnes, on doit conscientiser. Les deux peuples qui sont peut-être un peu plus light niveau tradition. Nous là, si je te dis, est-ce que tu connais l'odeur d'un fer chaud qui lisse tes cheveux? Cette odeur-là, elle est reconnaissable que par nous. Tu comprends ce que je veux dire? Des choses que nous-mêmes là... Oh mon femme, viens, on fait quand tu dis cette odeur-là, et les choses qu'on sait, est-ce que c'est la culture noire, que tu peux être brésilien, tu peux être au Cuba, tu peux être... On sait. Hey. Les trucs là, je dis, c'est trop fort, on peut pas nous se baser sur nos traditions, parce qu'en fait c'est partie intégrante de nous. Même des fois quand on te dit faut pas tu sais faire le truc là, sinon quand ça va tu vas rester bloqué si un coq chante, ou faut pas que tu mettes le parapluie. Il y a plein de petites, c'est notre culture et c'est comme ça. Peu importe que je sois brésilien ou cubain ou que je sois en Afrique ou antillais, c'est la même chose, tu vois. Et c'est aussi par rapport au tatouage. Et donc c'est ça que je vais apprendre à dire, c'est qu'en fait le tatouage a longtemps fait partie de nos traditions et que là quand on fait tatouer aujourd'hui, bah c'est juste dommage de pas mettre un petit clin d'œil des fois à ça, parce que je vois les gens qui font des Apollo, qui vont faire Vénus, qui vont faire que les Néfertiti, qui vont faire que des dieux grecs. On a aussi de la mythologie, on a un folklore également, on a des divinités, des vraies divinités. On a plein de choses qui ne cherchent qu'à être découvertes par les nouveaux arrivants, tu vois. Voilà, donc l'éducation en vrai, je pense que c'est la clé de tout. Je pensais pas avant, parce que j'avais mes parents dans ma tête, ils me disaient « Mais je t'avais dit que l'éducation c'était la clé !» Ouais, mais quand t'es dedans, tu te rends pas compte. Mais en fait, si je t'éduque pas, tu veux pas savoir. C'est ça. Donc en fait, là, tu vas te faire la Vénus, mais si je te dis, mais en fait, tu peux faire... là, tu es en train de te faire Zeus, mais sache que dans le panthéon africain, il y a Shango qui existe, c'est aussi donc un orisha de la foudre et du tonnerre. Même énergie, même signification à peu près. C'est pas le même panthéon, mais c'est même... Donc, si tu veux bien me laisser faire, laisse-moi proposer. Et si tout le monde savait ça par rapport à l'Afrique, par exemple, ça peut carrément déployer l'art d'une manière que eux-mêmes pensaient pas pouvoir faire. On pourrait avoir des compositions de malades. Là, il n'y a que des Médusa. Ah, ça y est, Médusa. Médusa, en fait, c'est pas là, on est fatigué. Toujours un panthéon qui prend le dessus. Dragon, tic, dragon, même les Japonais, même ça. Même ils sont même pas trop dans le truc, et nous, on est plus dedans que eux-mêmes. Parce qu'on aime bien prendre, mais nous aussi, on a, que tu sois de la Corse, de Londres, que tu sois du Cameroun, on a des choses, mais il faut aller chercher. Et c'est dommage qu'on n'est pas trop dans la recherche, nous, on est plus dans le fast, hein. C'est ça. Tu avais fait aussi, donc, du coup, une convention Afroderm en Angleterre. Oui. Et tu m'avais dit que c'était très différent de ce que tu as pu vivre en France. Totalement. Est-ce que tu peux m'expliquer, me raconter, me dire où ça a bloqué en France et où ça s'est débloqué en Angleterre? Bon, en fait, c'est vrai qu'ils sont dans le futur. Hein. Dire, les Londoniens, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, ils sont beaucoup plus engagés. J'ai l'impression qu'on est un peu plus timide par rapport à eux. Ils sont très... Ah ouais, putain, c'est un truc, c'est black owned et tout. Viens, il est où le merch? Je vais acheter quoi? Je vais acheter 14 t-shirts, je vais acheter... Ils ont acheté Vlad du merch. Ils étaient dans... Au-delà de l'éducation, ils ont aussi appris les choses et pu se faire tatouer par des incroyables artistes, mais ils étaient aussi déjà venus juste pour découvrir l'endroit, découvrir les organisateurs, découvrir l'événement et découvrir les curateurs de l'événement. Parce qu'ils ont envie de connaître les curateurs, ils ont envie d'en savoir plus sur cet événement qui va peut-être fleurir à l'avenir et se dire, putain, première fois sur le sol du Royaume-Uni qu'on a quelque chose de similaire, donc j'aimerais assister à ça. Un peu comme la première convention en France. J'ai plus senti carrément quelque chose dans la découverte, une bonne curiosité en mode fratrie, c'est très fédérateur, beaucoup plus fédérateur. Beaucoup plus mix d'ailleurs, parce qu'il y a aussi du coup multiculturel, donc vraiment des Érythréens, des Éthiopiens, il y a vraiment beaucoup de cultures, mais très très curieuse, très très fédérateur.
très bon événement finalement, mais il faut s'accrocher parce que quand on n'a pas l'habitude d'autant de fédérations, ça peut intimider, parce qu'on peut se dire, ah, waouh, on pensait pas que ça allait faire autant de trucs et tout. Mais non, finalement, ouais, c'était quand même bien amené, quoi. Donc on était content du résultat. Après, j'ai eu une très bonne collaboratrice aussi, donc c'est Niche, hein, c'est une qui a assisté d'ailleurs à la première convention, d'ailleurs toutes les conventions elle a assisté, et c'est une artiste qui était bien implantée avant moi-même et qui a pu me porter quand même sur ce projet. Sans elle, ça aurait jamais pu être possible. Donc je la remercie encore, Niche, qui travaille à Londres au salon Sang Bleu et qui fait du coup des motifs tribal ornemental à plat noir, des gros aplats noirs, et c'est l'un des styles qui a choqué le plus dans les afrodermes parce que ils ont senti l'Afrique à travers ces patterns sans qu'elles le disent. Et ça, je trouvais ça très curieux qu'ils ressentent ça. Et ça pose réflexion à pourquoi ils pensent ça. Et donc c'est très intéressant. Sa technique, sa personne, sa présence et ses œuvres surtout. Ouais. Incroyable, incroyable. Je suis vraiment... Putain, j'y repense là. Je vois ça. Ouais, trop bien. Est-ce qu'on aura droit à Afroderm 2026? Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Alors, on sait pas encore les horizons, sûrement en fin d'année, sûr. Ok. Fin d'année, c'est sûr, pour faire un peu... ça on fait chaque fois en été, mais bon, peut-être que niveau cicatrisation et tout, c'est peut-être mieux d'avoir une envergure un peu plus hivernale. En fin d'année, mais c'est sûr que là, on va upgrade encore à un niveau plus et on va s'affiner encore plus, voilà. En tout cas, plein de séminaires cette année, plein de conférences, plein d'éducation, là où je suis le plus confortable finalement, et on est engagé là, on y va, on fonce. Du coup, il faudra suivre les réseaux de Just Pigment et Afroderm. Je vous mettrai de toute façon tout dans la description là en bas. Mais il faudra rester connecté parce qu'il va se passer beaucoup de choses cette année et même pour la suite. En tout cas, je te le souhaite. J'espère aussi. Voilà. J'espère aussi. On va rentrer dans l'éducation du coup. On va passer à ce sujet-là vu que tu l'as déjà bien introduit. La dernière fois, tu m'avais dit que tu avais créé un programme de formation pour que les gens puissent s'informer et mieux développer leurs pratiques sur les peaux foncées et noires. Pourquoi pour toi tu as trouvé que ce programme était crucial? Là, le programme de formation que j'aimerais mettre en place, hein, parce que c'est pas encore admis. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais pousser. Je sais pas encore sous quel format. Je sais pas encore si on peut être certifié de l'État. Enfin, c'est quand même un long processus. Mais je sais que j'aimerais, en tout cas pour les nouveaux arrivants, encore une fois, parce que c'est encore une fois la solution, c'est ceux qui vont arriver, qu'on leur dise, tatouer c'est bien, juste là, point d'attention, chaque typologie de peau, du coup, a à peu près une particularité, donc faut être conscient de ça. Parce qu'on nous apprend pas ça dès le départ. Nous, pour tatouer, il n'y a aucune formation. Donc, en fait, tu peux juste faire ton hygiène de salubrité. L'hygiène de salubrité, c'est une formation sanitaire. Qu'est-ce que la contamination croisée? Comment se laver les mains? Comment préparer un poste de travail sans avoir de la contamination croisée avec des bactéries de l'extérieur? Comment arrêter la prolifération des bactéries? Comment utiliser les bons produits? Quels produits utiliser? Être aware de l'hépatite, du VIH, etc. Mais on nous apprend pas, en fait, les particularités de la peau, alors qu'on aborde la peau en formation, mais la peau noire n'est pas dedans. Les peaux foncées ne sont pas dedans. La mélanine n'est pas dedans. Il faudrait que le ministère de la Santé commence par là. Et ensuite, de là, ça découlera d'autres. Mais si, en fait, dès le départ, la seule formation qu'on a en tant que tatoueur est dépourvue d'informations sur ça, comment attendre de personnes qui, de toute façon, n'ont pas d'intérêt pour la mélanine, d'en apprendre plus? Donc, je suis aussi du côté là où je me dis, même s'il y en a qui font zéro effort, il y a quand même un truc que l'État peut faire aussi pour aider à ça. Donc, moi, une formation, j'aimerais bien aussi en pousser avec mes propres moyens, etc. Il faut du temps pour qu'il y ait une légitimité à ça et tout, et que j'ai quand même pas mal de demandes, mais bon, j'aimerais bien que ce soit un truc qualitatif et pas un truc juste à la va-vite, quoi. À voir, peut-être dans les années qui vont suivre, ça va venir. Mais je pense que déjà, rien qu'avec les conventions et avec les prises de parole que tu fais, je pense que ça va commencer à... Oui, j'espère. J'espère, en tout cas, que les gens vont commencer un petit peu plus à se dire, un minimum, faut qu'on se pose et qu'on se dise, ok, il faut qu'on joue le jeu aussi. De ouf, de ouf. Tu m'avais parlé de ton projet que tu aimerais mettre en place sur l'intervention filles plus jeunes, donc vraiment à l'école. Ouais. Tu m'avais dit ça, que tu voulais vraiment dans les écoles, vraiment intervenir dans les écoles, parler aux enfants, leur montrer qu'il y a des alternatives artistiques, mais il n'y a pas juste le dessin, la peinture. Totalement. Qu'il y a aussi du coup le tatouage. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ça et oui, bien sûr. Pourquoi c'est important? Avec plaisir, en fait j'adore ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est sensibiliser sur l'art tout court. L'art, pour moi, leur offre une alternative en mode un peu moins scolaire, un peu plus pratique. Sache que après tes études, il y a d'autres options si tu es dans l'artistique que de faire les beaux-arts. Pour moi, les beaux-arts, c'est pas à proscrire parce que quand même ils font un taf incroyable avec les techniques, etc. Et c'est une légitimité aussi pour les employeurs à embaucher des gens qui viennent des beaux-arts, il y a pas de souci. Mais en vrai, combien de personnes des Beaux-Arts percent réellement? Combien de personnes des Beaux-Arts qu'on retient? Pas tant que ça, j'ai l'impression que c'est très commercial. Le nombre de drop-out, enfin des gens qui quittent les écoles des Beaux-Arts, il y en a énormément. Ils font ça et après ils sont graphistes, après ils sont infographistes, après ils sont cybersécurité. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un truc de tu vas juste surfer.
En tant, par exemple, d'intervenant dans les écoles, je pourrais dire, écoutez, moi je suis tatoueur, je sais pas dessiner. J'étais comme vous, j'étais perdu, j'ai fait la banque, 6 ans de banque, je travaillais en hôtellerie, je travaillais à l'assurance maladie, je travaillais au Pôle emploi, je travaillais... À chaque fois on me disait, ton CV il est varié, t'es un peu, comment dire, t'es pas stable, hein, t'es un peu dispersé, hein, faut se Mais je dis, non, mais je teste, tu vois. Mais c'est vrai que l'art, on a trop cette prestance en mode, c'est inaccessible. Il faut que tu dessines depuis tes 6 ans, faut que tu sois né avec ouais. Ah, moi, quand j'avais 3 ans, j'ai directement fait une fresque de Picasso. Arrête un peu. Parce que en vrai, tu dessines bien, ok, mais c'est pas si deep que ça, genre. En vrai, on peut tous apprendre, je pense, à faire de l'art si les bons intervenants te marquent de la bonne façon. Qui te montrent juste sans faire, arrête de faire ton ancien, genre viens, on parle juste naturellement, et viens, je te montre comment on fait, et teste, viens tester. Et moi, j'aimerais bien pouvoir faire tester, montrer, éduquer aussi sur la partie Afrique, bien sûr, que le tatouage, c'est de différentes cultures, mais surtout faire tester des médiums palpables, et pas cette partie théorique qui est très lourde, ce truc de concours, de machin. Un artiste n'est pas fait pour être codé, un artiste c'est quelqu'un qui est dérangé de base, faut le savoir. La fondation, ça pourrait être en mode accès pour les gens qui sont peut-être en fin de formation, leur collège, lycée. À partir de lycée, tu veux peut-être déjà prendre une direction. À partir de là, je les chope. Je dis, écoutez, en vrai, si t'aimes l'art, viens, on teste un peu ce qu'il y a chez moi. Mets la main dedans. Si t'aimes pas, moi, t'auras testé. Les gens qui auraient testé ça plus tôt, ils auraient peut-être fait la transition plutôt vers la peinture, le tatouage, etc. Donc donner des alternatives et montrer aussi qu'un art peut réussir aussi dans ces trucs-là. Et puis se différencier dans ce qu'il fait aussi, quoi. Parce que là, du coup, j'ai une patte qui est unique, alors que j'ai appris tout seul. Paradoxal, parce que en fait, j'ai pas eu d'exemple. Mais c'est justement parce que j'ai pas eu d'exemple que ce que je fais, et c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on m'a appris, je suis personne. Donc du coup, ça fait, j'ai même pas de ligne directrice, parce qu'en fait, ma tête, elle part dans tous les sens. Et du coup, les gens, ça, ils le sentent, ils disent, putain, mais c'est mystique ce que tu fais, c'est profond. Parce que du coup, ça vient de quelque chose de profond de moi. De base, c'est profond ici. Donc forcément, quand tu vas le voir et que je te laisse, puis te dire, putain, en fait, ça me fait écho à... Parce que ça vient de moi. C'est pas genre Picasso qui m'a inspiré des courants en 1400, alors qu'il il a volé ça en Afrique. Ben bref, on va pas refaire les ça. Pas refaire dedans. Mais il y a beaucoup de grands artistes qu'on va en fait, oh magnifique, mais frère, lui aussi il a été inspiré. C'est un cheminement du process. Et c'est des gens qui sont jusqu'à se remplir l'oreille, tellement des gens qui sont tellement dans leur eux qu'ils ont pu sortir eux. Et du coup, toi, si tu fais la même chose, tu veux pas regarder eux et faire. Fais-toi. Je prends le conseil aussi pour moi. Yes. Parce que... Take it only. Non, mais c'est vrai, en soi, t'as raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ouais. D'avoir cette confiance et au final de réussir à trouver le moyen de s'exprimer. Ouais. Et justement, je te rejoins sur le fait de toucher à l'art, où ça te permet au final de peut-être trouver ton truc. Il y a des choses où, tu sais, tu vas jamais te dire, peut-être que moi je peux danser, peut-être que moi je peux faire ci, peut-être que moi je peux être architecte. Parce qu'au final, peut-être que tu n'as pas pensé, tu n'as pas essayé, ou tu sais, juste avoir ce petit intérêt, au final tu vas jamais forcément te poser la question. Ou tu vas jamais toucher vraiment à la chose en disant, si au final on t'a jamais mis des pinceaux dans les mains, peut-être que jamais tu te dirais je vais faire de la peinture, alors que ça trouve t'as un don. Et c'est la légitimité, parce que du coup, quand tu dis tu veux être architecte et tout, et quand tu veux être danseur, tu veux être... Entre toi et la chose, bac plus 3, bac plus 5, bachelor, BTS. En fait, c'est une société qui nous bride direct. Dès que t'as une ambition, hop, bac plus 3. Hop, putain, j'ai même pas eu le temps de penser que j'ai déjà un bac plus 3 dans la tête. Et en fait, ça c'est... tous les arts manuels, même l'architecture. T'as vu en Afrique comment c'est? Les gens, t'as vu les pyramides? Parce que là, on rigole, les pyramides qui fascinent tout le monde là. Et encore, les gens sont en train de se demander comment ils ont réussi à construire. Ils avaient les grues. Tous les trucs compliqués là de ingénieurs, oui, effectivement, ils avaient tout ça. Arrête un peu. Et pourtant, même avec toute la technologie qu'ils ont, ils n'arrivent même pas à codifier la pyramide là qui est là depuis. Ils n'arrivent même pas à rentrer dedans. Donc c'est pour ça que je dis là, les arts, il faut arrêter un peu de vouloir mettre bac plus 5. En fait, tout ça, ça peut aider, mais ça, c'est pas tout le monde là qui ça leur parle pas. Tu me brides là mon truc. De toute façon, moi j'ai chanté, mais je sais pas chanter comme un. Mais j'ai mon petit grain, tu vois. Et peut-être que ma direction peut-être un peu plus roots, un peu plus tout machin. Et c'est vraiment genre s'écouter, avoir confiance en soi. T'aimes pas, c'est toi. Ça va perdre à quelqu'un d'autre. Mais après, c'est vrai que c'est là où généralement ça bloque. On revient et on retrouve notre place. Mais malheureusement, faut bien vivre. Hein. On va conclure avec des petites paroles inspirantes parce qu'on est sur la lancée là. On est sur la lancée. Donc du coup là, pour les jeunes qui vont peut-être regarder cette vidéo, les jeunes artistes qui ont peut-être un petit intérêt pour le tatouage ou pour le dessin ou pour ce genre de choses, Dimitri, donne-leur des petits conseils, des choses peut-être que toi-même tu t'aurais dit plus jeune, que tu aurais aimé entendre, des choses pour leur dire fais-le, ça va aller. Tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais? Je
je vous dirais. Moi, j'ai beaucoup admiré des personnes dans ma vie. En fait, en les admirant, j'ai mis une distance par rapport à ce qu'ils faisaient et moi. Donc du coup, par exemple, il y a des grands dessinateurs ou des grands chanteurs ou des danseurs que je pouvais admirer de fou, mais admirer un peu trop ce qu'ils faisaient, que pour moi c'était impossible que je puisse faire quelque chose qui s'approche même de la réalisation de la personne, de ce qu'elle fait ou ce qu'elle m'inspire. Et donc je vous conseillerais d'admirer en surface, de vous rappeler que derrière chaque personne, il y a une vie, des traumas, des difficultés, et donc d'idolâtrer constamment les personnes nous éloigne de notre nous, parce qu'en fait on se décrédibilise pas, mais on s'éloigne en fait de ce spectre où on peut évoluer. Donc en fait, admire en surface, crois en toi d'abord et idolâtre le moins possible. Faut pas être dans la suprématie de l'admiration, parce que ça m'a beaucoup bridé, et c'est pour ça que après tout ça, après mon master, c'est que là où vraiment j'ai eu confiance pour mon enseignement, parce qu'en fait j'avais l'impression que les tatoueurs étaient des personnes super en place depuis, que ça dessiné depuis qu'ils étaient tout petits, qui étaient vraiment genre des personnes superbes. Finalement il y a tout qui s'écroule. Je me rends compte que j'aurais pu commencer bien avant, avoir confiance en moi bien avant, ne pas être passé en banque et dans ma passion directement si j'avais vraiment écouté ce que je voulais faire, quoi. Croyez en vous. Tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Non, sérieusement, croyez en vous. Ça va bien passer. C'est la base, de croire en soi. C'est dur, mais il faut croire en soi, sinon personne d'autre le fera pour vous. Yes. Et faites-vous confiance. faites-vous confiance. Et écoutez la chaîne aussi, elle est très bien. Très bien la chaîne. Je te remercie encore, Avec Dimitri, de nous avoir accueillis, de m'avoir accordé ce temps. C'était vraiment super cool. J'espère que tu as apprécié. De ouf. Très bien amené, très bonne question. Ça m'a mis dans le dur là. Là, t'es boosté, là. Là, t'es boosté pour tout défoncer. Ouais. Non mais c'est bien, c'est très bien. Il y aura les réseaux de Just Pigment, donc Dimitri, Afroderm Studio et Afroderm La Convention. Suivez toutes les actualités. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Suivez Black Art Peace. Oui, voilà, c'est toujours la chose que j'oublie de dire. Suivez-nous, suivez le média, hein, pour découvrir du coup plus d'artistes, d'art africain, sa diaspora, plein de choses. Donc mettez un like, lâchez un petit commentaire, puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, gros bisous. Bye. Bye.